Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast basket des équipes de The Free Agent. On se retrouve en cette toute fin d'année 2024 pour continuer à parler basket, évidemment, et pour notre deuxième épisode de ce nouveau rendez-vous qu'on a décidé d'instaurer cette année avec les équipes de TFA autour de la draft, autour des jeunes prospects pour du coup la draft qui arrivera en 2025. Pour ce deuxième épisode, et évidemment, je suis accompagné de mon partenaire pour cette aventure et je suis très content de le retrouver. C'est Jules. Salut Jules. Salut Chris, salut à tous nos auditeurs. Content d'être là pour ce rendez-vous mensuel et hâte de commencer et de parler des prospects. Ouais, complètement. On vous rappelle donc le mois dernier, on avait fait le premier épisode. On avait un petit peu posé les bases, hein, Jules, sur déjà certains joueurs. On va en reparler sur un petit peu qu'est-ce qu'était la draft, certaines définitions de termes anglais qui sont pas toujours connus du grand public. On avait posé un peu les jalons de tout ça. Ouais, c'est ça exactement. Et là, on va être un peu dans la continuité également. C'est-à-dire qu'on va revenir sur les quatre joueurs dont nous avons parlé précédemment. Donc Cooper Flagg, Ace Bailey, Nolan Traoré et Noah Essengue. Et on va aussi mentionner deux nouveaux joueurs, deux nouveaux profils, qui sont Dylan Harper et Con Kneppel. Et on va finir comme d'habitude avec un petit débat à la fin entre toi et moi. Yes, donc voilà le programme qui vous a été déroulé. On va faire ça tranquillement et on vous invite évidemment à nous suivre, hein, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Instagram, TikTok. Vous avez le Discord communautaire aussi pour nous retrouver. Et voilà, donc le petit programme habituel des équipes de The Free Agent. Et on va pouvoir attaquer tout de suite si tu veux, Jules. Ouais, ça marche. Et on va reprendre le fil de de la semaine dernière, non, du mois dernier, avec les 4 profils que tu as évoqués et sur lesquels on avait pris un petit peu de temps le mois dernier pour les présenter un petit peu aux auditeurs, auditrices du podcast. Et j'ai envie de te dire, on peut commencer peut-être par Cooper Flagg. C'est peut-être le nom qui parle le plus, hein, aux gens qui suivent de près ou de loin, on va dire, les jeunes prospects NBA, futurs prospects NBA en tout cas. Et il y a une sorte de confirmation de la part de Cooper Flagg sur ce qu'on voit depuis maintenant quelques semaines. Ouais, exactement, Chris. Comme tu disais, je pense que c'est sans doute le nom qui parle le plus aux gens. Et comme tu l'as très bien dit, en fait, il continue de répondre aux attentes. Il est toujours numéro 1 dans les mock drafts. Et sur ces dernières semaines, il fait des matchs solides des deux côtés du terrain. Et c'est important, je trouve, de vraiment mentionner les deux côtés du terrain parce qu'il est presque meilleur défensivement qu'offensivement, en fait. Sur ces dernières semaines, ses matchs références, selon moi, c'est ses deux doubles-doubles en deux matchs contre Auburn où il fait 22 points, 11 rebonds, et Louisville où il fait 21 points et 12 rebonds. Et on voit en fait, quand on le regarde jouer, qu'il montre toujours ce côté dominant avec son physique quand même qui n'est pas dans la norme. Et selon moi, s'il veut encore progresser, il doit trouver plus de régularité au tir. C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs fois où il va réussir à créer l'espace sur son coéquipier, à trouver un shoot ouvert et qui va rater le shoot à mi-distance. Il y a quand même peu de matchs où il est au 50% et au-dessus. Donc je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui peut améliorer. Et ensuite, selon moi, le deuxième point aussi, là où j'ai vu sur ces dernières semaines qui pourrait améliorer le reste de la saison, c'est la gestion des prises à deux. C'est-à-dire que Cooper Flagg, c'est un joueur qui est clairement attendu et les défenses s'y préparent. Je pense que quand le coach adverse fait un peu la checklist des joueurs de Duke, Cooper Flagg est tout en haut. Et par exemple, c'est le match contre Kansas. Donc Kansas, qui est quand même une des meilleures universités du pays, qui est un des seuls matchs que Duke a perdu parce que Duke actuellement est à 10 victoires et 2 défaites. Et on a vu que Kansas, c'est quand même une équipe qui défend très fort. Et que quand, par exemple, Cooper Flagg demandait la balle poste bas, ça attrapait vite sur lui. Et on voyait que des fois, il ne savait pas trop ce qu'il fallait faire. Il était un peu surpris. Et il a perdu plusieurs ballons à cause de ça. Donc ça, après, c'est toujours pareil. Il est encore jeune, donc ça va... C'est quelque chose qui va se régler sans souci, mais je pense que c'est un point d'amélioration, ça et la régularité au tir, pour qu'il passe un cap, parce que même s'il est encore le numéro 1 évident, il y a quelqu'un qui fait fort derrière et qui peut potentiellement le rattraper prochainement dans les mock drafts. Et c'est un joueur dont on va parler plus tard.
C'est ça. On n'a pas choisi pour rien ce profil-là. Sur le match dont tu parles, c'est vrai qu'il a 5 pertes de balles. C'est son plus gros total pas de la saison. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de matchs quand même. Il a 3-4 pertes de balles. Bon, des matchs aussi où il en fait aucun. Donc ça, faut le souligner dans les deux sens. Mais c'est vrai qu'il est déjà dans une équipe de Duke. On reparlera de l'équipe de Duke tout à l'heure, mais qui est quand même une des places fortes, hein. Tu le disais, 10 victoires et 2 défaites. Donc c'est vraiment très costaud. Et c'est vrai que sur l'adresse, on parlera tout à l'heure d'un autre profil, mais il y a des perfs intéressantes, mais il n'y a pas de gros scoring, il n'y a pas de gros carton. Tu vois, par exemple, il y a un seul match à plus de 25 points, par exemple. Tu Ouais, vois. c'est Alors ça. après, on est un peu tatillon, voilà, comme c'est un jeu. Après, ils sont tous jeunes à ce niveau-là, évidemment, mais voilà, tu vois, le dernier, on a du 13 points, on a du 6 points, c'est pas la folie, tu vois, avec, comme tu dis, Ouais, une adresse vraiment pas dingue. Tu vois, par exemple, le match à 13 points, il finit à 5 sur 11, 1 sur 3. Le match d'avant, il fait 7 sur 20. ouais, c'est ça. Il y Bah, a après, peut-être un triple. il va compenser cela par vraiment son côté all-around. C'est que même s'il perd des ballons, ça reste quand même un joueur avec un gros cul Bien sûr. basket. Il prend plein de rebonds défensivement, il a des aptitudes défensives qui, je pense, vont vraiment le rendre très fort plus tard en NBA. Mais oui, Ah oui. effectivement, il n'a pas encore passé un cap, je pense, au niveau du scoring. Bon, on n'est pas du tout en train de dire qu'il ne mérite pas d'être potentiellement numéro 1 de draft et que tout ça, Ah hein. non, On du est tout, hein. plus Oui, dans une. selon moi, c'est encore toujours le numéro un. C'est ça. Donc, mais c'est vrai que voilà, quand on a des joueurs comme ça qui sont attendus très haut dès le début, avec une sorte d'évidence, on est peut-être un petit peu plus exigeant également. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se permet ces petits bémols autour de Cooper Flag, mais bon, ça reste toujours un joueur qui va être attendu et de toute façon, la saison va aussi monter en rythme, alors pour tout le monde, mais pour lui aussi. Donc c'est pas nécessairement au mois de novembre, au mois de décembre que se font les drafts définitifs et les choix pour les équipes, hein, loin de là. Ouais, Donc exactement. on a le temps de voir venir. Mais voilà, c'était le petit point sur Cooper Flag. On peut continuer, tiens, avec. On va prendre qui on fera les Français après, tiens. On va faire S. Bailey si tu veux bien. On parlait de scoring avec Cooper Flag. Là, avec Bailey, on a un gars qui est quand même plutôt performant sur cet aspect du jeu, sur le scoring, mais tu as peut-être remarqué quelques limites de ton côté. Ouais, c'est ça. Bah, comme tu l'as dit, il est plutôt bon au scoring. On l'avait évoqué dans le podcast précédemment. C'est un vrai talent. Là, il a plus de 17 points de moyenne avec les Rodgers. Mais effectivement, selon moi, même s'il est quand même bon en défense, il a des qualités athlétiques et il est quand même présent défensivement, il montre quand même un côté unidimensionnel où il est vraiment concentré que sur le scoring. Il est à 0,7 passes de moyenne, ce qui Ah est oui. quand même, je trouve, très peu. La NBA recherche de plus en plus des profils très all-around, type Cooper Flag. Ouais. Et effectivement, s'il est purement concentré sur le scoring, ça peut être une limite, surtout que la plupart des tirs qu'il prend sont des tirs très compliqués. Beaucoup de tirs en fade-away, de tirs à 3 points contestés, et un peu à l'opposé de Dylan Harper, dont je ne vais pas m'attarder sur lui maintenant parce qu'on va en parler plus longuement après. Mhm. Mais Dylan Harper qui montre, on va dire, des facilités au scoring, lui en montre, mais c'est des shoots difficiles. Et si il a une panne d'adresse par moment, ça peut être plus compliqué. Donc ça, combiné au fait que niveau lecture de jeu, passe décisive, ça reste compliqué. J'ai peur que ça puisse un peu devenir un joueur à voir, hein, mais même si ça reste un joueur très talentueux, mais qui n'arrive pas peut-être à passer ce cap de star superstar parce que à un moment il faut une efficacité et souvent les superstars ne sont pas unidimensionnels. Non, ça je te rejoins complètement. Il est toujours bien placé, hein, quand on regarde Ouais, un ouais, petit il est peu toujours les numéro différents. 3. Bah, il fait des C'est ça. bonnes performances, hein. Typiquement contre Texas AM, il finit à 24 points avec des pourcentages plutôt corrects. Mhm. Oui, oui, ça reste quand même un des gros pics de cette draft. Juste avant, on disait que c'était peut-être lui qui allait faire le plus de concurrence à Cooper Flag. Maintenant, c'est plus vraiment lui le nom qui ressort. Ok, ouais. Bon, c'est vrai que là, il est dans une équipe middle, hein, en termes de ratio victoire-défaite. Mais c'est vrai que ouais, le chiffre du nombre de passes décisives est assez éloquent, hein. C'est vrai que 0,7 passes décisives, bon, limite, n'en fais pas en fait, parce que pour avoir un chiffre à 0,7, il y a quelques pertes de balles aussi, hein, on en parlait tout à Oui, oui. l'heure, on est sur du 3-4 pertes de balles. Bon, ça croque un peu peut-être aussi sur certaines, tu vois, 6 sur 16, 6 sur 14,
4 sur 12, on n'est pas non plus. En fait, il ne faudrait pas, j'allais dire, s'enfermer, tu vois, dans une sorte de. Parce que si le mec est capable de faire des grosses perfs au scoring, il y a des belles perfs, hein, il y a du 24 points, il y a du 23 points, mais si derrière, à côté de ça, les soirs où tu n'es pas en adresse. Tu fais rien à côté, c'est ça exactement. Et surtout que, comme je t'ai dit, les shoots qu'il prend, c'est des shoots très compliqués, quoi. C'est pas C'est ça. des. En fait, il reste beaucoup, je trouve, ça je l'ai pas évoqué, mais c'est quand même un joueur grand. Il est annoncé à 2,8, si je me trompe pas. Et il prend quasiment que des shoots en fadeaway, des shoots à 3 points. En fait, il va très peu attaquer le cercle, en fait. Alors que pour moi, il pourrait quand même, avec sa taille, etc., jouer plus de post-up, essayer d'avoir des paniers un peu faciles. Mais vraiment, même quand des fois il passe son défenseur, il va quand même prendre un pull-up. Et ça, moi, c'est quelque chose où j'ai un peu du mal parce que je me dis que bah ouais, c'est ça, les soirs où ça rentre pas, s'il n'arrive pas à aller marquer des points près du cercle et qu'en plus il fait un d'autres en attaque, bah tout de suite, c'est plus compliqué. Bon, on va continuer à l'observer, notre ami Esbailey là. On va s'attarder un petit peu sur les Français. On avait évoqué 2 profils lors du Ouais. premier épisode ensemble, le mois dernier, et j'ai envie de commencer, tiens, par, peut-être celui qui est le plus attendu, c'est, Nolan Traoré. Alors, Nolan Traoré, on en avait parlé la dernière fois, alors, toujours, on va en parler toujours en bien aussi, mais avec quelques petits bémols, et c'est vrai que comparé peut-être aux 2 autres profils dont on vient d'évoquer le cas, autant ces 2 derniers-là n'ont pas trop bougé dans les différentes drafts en termes de positionnement, autant quand tu vas voir, 1, 2, 3 drafts, tu vois quand même que, pour Nolan Traoré, dans certaines drafts, on est encore qu'au mois de décembre, on s'emballe pas, il y a une petite chute quand même dans le positionnement. Ouais, exactement. Bah, c'est toujours compliqué pour Nolan au niveau du tir. Là, actuellement, il a 34% au tir et 24% à 3 points, ce qui est quand même assez faible pour un meneur de jeu. Il monte toujours de bonnes séquences, notamment le match contre Nanterre récemment, où il finit à 13 points et 8 passes décisives, avec un pourcentage cette fois-ci plutôt correct. Et également le troisième carton, par exemple, contre la JL Bourg, où il a Mmh. montré aussi offensivement et au niveau de la vision de jeu, de bonnes aptitudes. Mais même s'il y a toujours ce côté meneur de jeu qui maîtrise bien et quand même des bonnes séquences au scoring pour son âge, s'il ne règle pas, selon moi, ce problème de tir, ça peut poser un problème parce que dans une NBA où le tir à 3 points est roi, clairement, un meneur de jeu, Nolan Traoré, il n'est pas non plus, enfin, il fait pas 2 mètres. Si il n'arrive pas à mettre dedans, ça peut devenir compliqué. Et c'est pour ça que bah, il chute dans les mock drafts. Après, comme tu l'as bien dit, Chris, on n'est qu'en décembre. Mmh. Et ça se trouve, dans 3 mois, il aura retrouvé son adresse et il va remonter dans les mock drafts. Et puis, c'est pas une grosse chute, hein. Il y a encore des mock drafts où il a encore 5-6. C'est juste que des fois, il retombe à la 7e, 8e place. Ça dépend. Mais je pense quand même que ça reste quand même quelqu'un qui est dans le top 10. Et il ne faut pas oublier que l'année dernière, quand même, il fait des grosses performances, 25 points contre l'Asvel, etc. Donc, en U18, à la NGT, il met 45. Donc, ça reste quand même un joueur qui peut scorer. C'est-à-dire que là, en ce moment, il est vraiment pas dans une bonne phase. À voir si ça continue, mais ça peut aussi, les pourcentages peuvent aussi réaugmenter son souci. Oui, bien sûr, bah, de toute façon, l'adresse, c'est l'élément dans le basket qui est le plus compliqué à gérer. Parce que, bah, le principe de l'adresse, c'est que des fois, tu en as, bah, parfois tu en as moins, ça peut être sur des plus longues périodes. Alors après, c'est des mécaniques de shoot, des mécaniques de travail et tout, mais on n'en doute pas pour Nolan. Et c'est vrai, je rebondis rapidement sur le match contre la Gielbourg. Il est passé, c'était quand? C'était, le week-end dernier, là, ou fin de semaine dernière, et moi, j'ai pu observer une bonne partie du match, et c'était intéressant de voir, en fait, son évolution dans le match. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, alors déjà, il a assez peu joué en première mi-temps, j'étais assez étonné, mais avec un impact du coup assez limité. On en parlait en privé avec Jules, et j'étais devant le match, et du coup je t'en parlais un petit peu parce qu'on savait qu'on allait refaire le point sur Nolan dans cet épisode. Et en deuxième mi-temps, particulièrement troisième quart-temps, en tout cas j'ai vraiment pu regarder le troisième quart-temps, et c'était vraiment intéressant de voir, bah voilà, il a pu prendre les choses en main. Il y a des moments où il a davantage pris le jeu à son compte avec du shoot. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois 2, 3, 4 actions consécutives où il était dans le cœur du jeu pour son équipe, face à une équipe, hein, qui était, le match était un match de haut de classement, avec la Gielbourg, qu'il a bien défendu en première mi-temps. Je trouve qu'il a réussi à trouver des solutions en deuxième.
Quand tu voyais que le scoring ou en tout cas sur le shoot, ça rentrait pas ou que c'était pas ça, qu'il avait pas la possibilité, il n'hésitait pas à aller faire la passe ou l'extra passe. Tu sais, celle qu'on voit pas dans les stats. La passe d'avant la passe. Donc, Ouais, ça, il crée du jeu pour les autres. ouais, c'est ça. Donc, je suis pas inquiet. Alors après, voilà, on est sur un petit échantillon encore, mais de ce que j'ai pu observer, c'est vrai que c'est vraiment lui que j'ai regardé sur ce match-là. Et j'ai vraiment trouvé des éléments intéressants. Et c'est surtout cette évolution au cours de jeu, moi, qui m'a plu. Tu vois, il n'est pas resté bloqué, là, genre, ah, je vais continuer à forcer, je vais continuer à forcer. Non, voilà, si le tir rentre pas, je vais aller faire des passes. Si le terrain s'ouvre un peu à moi, je vais aller tenter. Il y a eu un peu d'adresse sur le troisième carton, donc voilà, pour Nolan, on va suivre ça. De toute façon, les matchs de la Betclic Elite sont plutôt accessibles à suivre, à regarder. Pour ceux qui ont la chance d'aller les voir au stade directement, c'est cool. Et donc voilà, c'est vrai que pour d'autres profils, ça peut être plus compliqué de suivre les matchs. Pour Nolan Traoré, il y a une certaine accessibilité pour pouvoir l'observer en tout cas. Le dernier joueur dont on voulait faire le petit point là par rapport au mois dernier, bah, c'est Noah Sengue, l'autre Français, mais qui joue en Allemagne, dans le club de Ulm. Oui, c'est comme, oui, on prononce bien Ulm, c'est ça. Ouais, c'est ça. Une certaine continuité, en tout cas, de ce que toi tu as pu observer, Jules, pour Noah. Ouais, c'est ça. Il est dans la continuité de ce qu'on avait dit dans le dernier podcast. Il est présent du côté du terrain. Il est utilisé pas mal en poste 4. Joue Mhm. pas mal de post-up parce que ça reste quand même un joueur assez grand, 2,6 m et 2,10 m d'envergure, si je me trompe pas. Et voilà, il est pas mal utilisé poste bas. Il arrive souvent à trouver la bonne passe, c'est-à-dire que la passe à l'opposé, quand les gens viennent en aide, il arrive à trouver cette passe. Donc, c'est, comme on l'avait dit, un joueur avec un bon cul basket, qui se déplace bien, etc. Son match référent sur ces dernières semaines, il est pour moi en Eurocup contre Sopo, ou Sopot, je ne sais pas comment on prononce, où il finit à 14 points, 7 rebonds, 3 passes, à 57% au tir. Donc là, c'est vraiment pas mal, même si voilà, c'est pas, il prend pas les mêmes tirs que Ace Bailey ou Nolan Traoré. Mhm. Mais ça prouve que ça peut être potentiellement un bon role player efficace en NBA dans le futur. Ok. Est-ce que tu as pu observer, j'avoue, j'ai pas regardé si ça avait bougé pour lui dans les différentes drafts. Je suis en train de regarder Je ça en veux même pas te dire de temps. bêtises, mais pour moi, il est encore un peu près dans le. Ça reste il reste au premier tour. Ouais, c'est ça. Je pense la dernière fois que j'avais vu, il était annoncé vers 18-20. Donc je pense qu'il va être aux alentours de 18, 20, 22e place. Ok, bon, il n'y a pas de risque pour l'instant, en tout cas, de sortie de premier tour. Après, voilà, encore une fois, on est tôt, mais voilà, pour le petit suivi des joueurs, pour ces quatre profils, on va les laisser un petit peu de côté. On reviendra très certainement dessus hein, au cours de la saison, mais on ne va pas tous les mois vous parler de Flag, de S. Bailey, de Nolan Traoré, etc. On reviendra dessus s'il y a des grosses perfs, s'il y a des faits marquants, évidemment. Mais l'idée de ce podcast-là, c'est de vous proposer des nouveaux profils et de vous permettre en fait de pouvoir commencer à vous dire ah oui tiens ce joueur-là pourrait me plaire, ce joueur-là je vais peut-être l'observer un petit peu plus parce que de ce qu'on a pu vous expliquer, vous raconter, ça vous donne envie d'aller le suivre, d'aller regarder. En plus maintenant aujourd'hui avec YouTube et compagnie, vous pouvez trouver ça très facilement avec des très bonnes chaînes qui proposent du contenu là-dessus. Donc voilà, c'est un peu le but. Donc on va les laisser de côté et on reviendra sur ces profils-là le moment venu. On peut enchaîner si tu veux, Jules. Ouais. Et on va attaquer avec nos deux profils du mois. On a décidé d'en faire un petit peu moins ce mois-ci, mais on a quand même des joueurs de qualité. On en parlait tout à l'heure autour de Cooper Flag, qui était pour l'instant toujours numéro 1 dans ces mock drafts 2025. Mais on a un joueur qui commence un petit peu à aller le chatouiller et qui même selon certaines voix américaines en particulier pourrait possiblement même faire plus que le chatouiller et pourquoi pas aller gratter cette première place-là. C'est Dylan Harper, donc je te laisse un petit peu en parler et on va pouvoir un petit peu discuter de ce joueur-là qui a un vrai potentiel. Ouais, c'est ça, comme tu l'as dit, Chris, au début, on va dire cet été, les gens parlaient que de Cooper Flag en numéro 1. Et même si, attention, Cooper Flag reste quand même le favori pour être appelé en premier par Adam Silver en juin, et c'est également mon favori, il y a maintenant un autre joueur qui a un toc un peu à la porte. On pensait peut-être que ça allait être Ace Bailey au début de la saison, et finalement, c'est Dylan Harper. Donc, je vais vous parler un peu de son profil. Déjà, pour ceux qui suivent un peu la NBA depuis un petit moment ou alors qui ont une bonne culture NBA, le nom d'Harper, je pense, vous dit quelque chose, puisque en fait, Dylan Harper, c'est le fils de Ron Harper,
qui a notamment été le meneur titulaire des Chicago Bulls pendant leur second repeat dans les années 90, donc en 1996, 17 et 18. Au total, il cumule 5 titres. Ron Harper, si je ne me trompe pas, parce qu'il en a 2 aussi avec les Lakers. C'était quand même un très bon joueur de NBA. Et donc, son fils, Dylan Harper, va peut-être marcher sur les pas de son père. Alors, Dylan Harper, il est né le 2 mars 2006. Il a grandi à Franklin Lake, dans l'État du New Jersey. Et dès le lycée, ça parlait déjà pas mal de lui. Moi, je m'en souviens, il y a 1 an, 2 ans, je tombais déjà sur ses vidéos où il était déjà annoncé comme un futur bon prospect de NBA. Avec Bosco Prep, donc son lycée, il finit sa dernière saison à 22,4 points de moyenne. Et avec ses performances, il a été sélectionné au McDonald's All-American Game et au Jordan Brand Classic. C'est des matchs qui sont faits souvent en fin de saison, vers avril-mai, où ils regroupent les meilleurs prospects. Donc là, les meilleurs prospects du lycée qui vont ensuite être draftés du coup dans 2 ans. Et dans ces 2 matchs, Dylan Harper, il finit MVP. Il finit MVP du McDonald's All-American Game avec 22 points et il finit également MVP du Jordan Brand Classic avec 30 points. Et ce qui est quand même une performance pas mal, hein. Il y avait Ace Bailey, Cooper Flag, tout ça à ces matchs. Et il est donc clairement considéré comme une recrue 5 étoiles, 5-star prospect, comme ils disent aux États-Unis. Et du coup, de nombreuses universités, il a eu des propositions à Duke, à Kansas, mais il a décidé de rester dans le New Jersey, l'État dans lequel il a grandi, où il a fait son lycée, et de s'engager avec les Rutgers, qui n'est pas clairement la plus grande université en NCAA, loin de là, mais dont un autre grand prospect qui est Ice Bailey a également rejoint ce programme, et ils forment un peu, on va dire, le duo de prospects assez bien classés dans cette équipe. Clairement. Et donc, en fait, clairement, au début de la saison, je pense que les gens ne s'attendaient pas forcément à ce que Dylan Harper soit aussi fort. Il nous a quand même fait des sacrés matchs, notamment où il enchaîne, si je ne me trompe pas, c'était contre Notre-Dame, il met 36 points. Et ensuite, le match d'après, contre Alabama, il met 37 points. Ça fait un bon total sur les 2 matchs. 54% au tir et 58% au tir. Donc là, ce que je disais pour Nolan Traoré, même Ice Bailey ou Cooper Flag, là, on est sur quelqu'un qui prend beaucoup de tirs à de hauts pourcentages. Et en fait, moi, c'est vraiment ça qui m'a frappé, c'est sa capacité à scorer facilement, en fait. Et il a également montré son côté clutch, puisque c'est contre Santa Hall, si je ne me trompe pas, où il met un buzzer beater à 3 points pour faire gagner son équipe, où il finit le match avec 24 points et met un buzzer beater, donc qui montre aussi son côté leader. Et donc, comme je l'ai dit, Dylan Harper, c'est quelqu'un où vraiment, quand on va le voir, on va sentir les facilités au scoring et à haut pourcentage. C'est un meneur poste 2, combo garde, comme on dit, de 1m98, où il va marquer un grand nombre de points avec son physique, quelqu'un d'assez costaud. Il va réussir à passer son joueur et à finir au contact près du cercle. Mais il est également capable de créer son tir, que ce soit sur pick and roll ou en isolation. Même si ce n'est pas sa qualité première, il a également une bonne capacité pour servir ses coéquipiers. Il n'est pas à 0,7 passes comme Ice Bailey, par exemple. Et c'est quand même quelqu'un, je trouve, qui va dans le sens du jeu. Il prend des tirs, mais il n'a pas trop ce côté croqueur, comme on peut dire. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas ressenti ça. Où il va jouer pour lui, mais il sait aussi ne pas en abuser et jouer pour les autres. Et défensivement, même si moi, j'ai remarqué quand même certaines erreurs de communication. Par exemple, quand il y a un écran, est-ce qu'on change pas? Globalement, il a quand même des qualités physiques qui lui permettent d'avoir des bonnes bases en défense, hein, ce n'est pas un plot, et de quand même tenir certains duels. Il y a des duels où son adversaire direct va driver, il va réussir à le contenir. Et pour ce qui est un peu de ce qu'on l'imagine plus tard, comme je l'ai dit, c'est certain, il y a quand même certaines personnes, notamment aux États-Unis, j'ai vu un débat sur Overtime par exemple, même si Overtime n'est pas on va dire, le média le plus objectif, forcément. J'ai vu ça Overtime, mais aussi dans d'autres médias, où certains commencent à dire que Dylan Harper pourrait potentiellement prendre la place de Cooper Flag en numéro 1 à la draft. Et même s'il ne la prend pas, il apparaît aujourd'hui comme le obvious number 2. C'est vraiment, je pense que là, s'il continue comme ça, ce sera, même si Cooper Flag est premier, ce sera lui qui sera choisi en numéro 2.
Et moi, personnellement, je vois en lui potentiellement une future star NBA. Ça peut être tout à fait plausible. Ses qualités au scoring, ça m'étonnerait même pas que lors de sa saison rookie, il soit entre 15 et 20 points de moyenne. Et pour devenir à terme un All-Star et une des premières options offensives de son équipe. Et souvent, on aime bien faire ça, c'est un peu le comparer à des joueurs, comparer Ouais. les prospects à des joueurs actuels. Moi, personnellement, je vois en Dylan Harper un Stephen Castle dans le côté jeu physique, va réussir à finir près du cercle avec de bons appuis et de mettre pas mal de points en finissant près du cercle, mais avec plus de tirs et sans doute un peu plus talentueux. Et aussi, on peut le comparer en Jalen Brunson, mais en plus grand, parce que là, il est quand même annoncé à 1m96-98, Dylan Harper. Et il y a aussi, surtout aux États-Unis, pas mal de comparaisons qui le font avec James Harden. Je ne l'ai pas mentionné, mais il est gaucher, donc les deux sont gauchers. Dans le côté un peu facile au scoring, très polyvalent, mais qui a aussi une bonne vision de jeu et peut faire jouer ses coéquipiers. James Harden est un nom qui peut revenir. Ouais, quand on te compare déjà James Harden, c'est que tu as quand même déjà un certain niveau. Alors, allez voir pour les plus jeunes qui connaissent que le James Harden des Clippers, allez voir le James Harden époque Houston, ou même époque OKC, quand il était encore plus jeune, mais époque Rockets. Il y a un titre de MVP dans la poche, donc il était, alors on aime ou on n'aime pas le profil, mais en tout cas c'était un scoreur très très costaud. Mais non, tu as été très complet sur Dylan Harper. Moi, de ce que j'avais pu voir et des petites notes que je me suis mises, ça revient un petit peu à tout ce que tu as évoqué. Je trouve que c'est vraiment un mec qui semble complet du point de vue de l'attaque. Moi, c'est vraiment sur ce côté-là du terrain Ouais, que je me clairement. suis concentré. Euh, Tu vois, sur les 12 matchs qu'il a joué là pour l'instant avec cette université de Rutgers, il est à 20 points ou plus dans 10 des 12 matchs. Donc, il a vraiment cette capacité à tous les soirs, ça joue pas tous les soirs, mais vous avez compris l'idée, à tous les matchs, à aller marquer, à aller planter sa vingtaine de points. Alors, c'est pas pour autant qu'il va aller planter 20 points pendant 20 ans en NBA, c'est pas ça que je vous dis, mais il y a déjà cette presque garantie-là dans le championnat universitaire et c'est plutôt intéressant. 23,3 points de moyenne. Les passes, c'est intéressant que tu l'aies évoqué parce qu'on parlait tout à l'heure de certains joueurs qui pouvaient avoir ce côté un peu unidimensionnel. Là, ça semble pas trop être le cas avec lui. Il est à 4,2 passes, donc ça commence à être intéressant. Et non, non, moi je trouve qu'il a une belle vision du jeu, des bonnes prises de décision sur certaines actions. Donc ça, je trouve ça toujours intéressant, surtout avec des jeunes joueurs. Ça montre qu'ils ont il y a un QI basket, tu vois. Et c'est pas des mecs qui veulent juste briller pour eux et qui veulent dire alors en un contre un, je suis le meilleur et c'est moi, je suis le meilleur techniquement, tout ça. Il veut jouer pour son équipe, il veut jouer pour lui évidemment, mais pour ses coéquipiers. Donc non, non, moi c'est vraiment un profil que je vais observer attentivement. Je pense vraiment, ouais, un top 3. Je pense qu'il n'y a pas trop de raisons, sauf évidemment blessure ou alors explosion d'autres joueurs, tu vois. Un top 3, allez, garanti pour la future draft NBA. Après, est-ce qu'il dépassera Flag ou pas? Pour l'instant, j'ai envie de te dire non, parce qu'il y a tellement une hype autour de Cooper Flag qu'il va falloir vraiment aller le déloger. Mais en tout Après, cas, je pense aussi que ça dépendra quand il y aura la loterie de quelle équipe va choisir bien en sûr, premier aussi. évidemment, ça joue C'est-à-dire que aussi. par exemple, si je prends un exemple, les Washington Wizards qui sont pas très forts cette année, on va dire, si les Washington Wizards choisissent en premier, Mm. pour moi, personnellement, la question peut se poser. C'est-à-dire qu'ils ont quand même Bilal Koulibaly qui est un poste 3, 3-4, on va dire, enfin plutôt 3. Ils ont Alexandre Sarr. Est-ce que peut-être ils n'auraient pas plus besoin d'un peu un combo garde meneur scoreur? Tu Ouais, vois, la question après, peut se poser. Après, on peut très bien associer, mettre Bilal Koulibaly en poste 3 et Cooper Flag en poste 4, hein, je ne dis pas. Mais je pense aussi que l'équipe qui va choisir fera aussi la bascule entre qui sera évidemment. premier, qui sera deuxième. Après, on sait aussi que quand tu as un nom qui ressort très vite, comme on l'a pu le dire en début d'émission autour de Cooper Flag, quand tu es la franchise qui a le premier choix,
t'as pas envie de prendre le risque de ne pas prendre le plus gros nom évoqué pour pas qu'on te dise, tu sais, derrière, ah mais attendez les gars, vous étiez numéro un en termes de choix et vous n'avez pas pris le nom qui était le plus évoqué depuis des mois et des mois. On n'y est pas Ouais, encore, mais je j'entends suis ce que tu d'accord dis. avec toi. Non, sur ça, je suis d'accord avec toi, Chris. C'est comme voilà, Victor Wembanyama, Scoot Anderson, c'était un peu le faux débat hein, pour moi. Ouais, ouais, c'est Mais, ça. mais là, j'ai vraiment la sensation, sincèrement, que là, ces dernières semaines, il y a quand même eu on va dire, les observateurs de prospects, il y a vraiment eu un changement de mentalité, je trouve. Enfin, Mmh. c'est vraiment moi comment je le ressens, surtout aux États-Unis, où vraiment Dylan Harper, peut-être que dans 3 mois, ce sera plus si évident que ça, parce que Dylan Harper continuera à planter comme ça des 35 points, et que ça va peut-être être où on ne savait pas entre, je sais pas, par exemple, la draft 2022, Paolo Ouais. Banchero, Shelton Green, Jabari Smith, entre ces trois-là, on savait pas. Bah, Mmh. peut-être que dans 3 mois, on va vraiment se dire bah ouais, on va peut-être partir sur une draft où on ne saura pas qui sera numéro un avant le soir de la draft. Moi, je pense que c'est pas impossible, honnêtement, que là, OK. j'ai vraiment l'impression qu'il y a un changement de mentalité et que si le cours de la saison continue comme ça pour Dylan Harper, on peut avoir une surprise, sincèrement. Bon, ouais, ben, on va l'observer de très près. Moi, je vous invite vraiment à aller suivre ce mec-là qui moi, j'ai vraiment, ouais, flashé sur ce mec-là. Je trouve vraiment extrêmement Ouais, intéressant pareil, clairement. et je te rejoins. Je pense que ça peut être un mec qui peut très vite trouver sa place en NBA. Encore faut-il qu'il tombe dans une bonne équipe, dans une bonne structure. Bon, bref, ça, c'est autre chose. Mais ça peut vraiment être un profil, un gars dont on va parler, il a typiquement le nom d'un mec dont on va parler pendant des années en NBA, tu vois? Ouais. Je pense vraiment. Donc après, on va pas s'enflammer outre mesure, mais Dylan Harper, vrai phénomène, vrai jeune joueur à observer et je pense que lui, on va en reparler dans de futurs épisodes. On va enchaîner avec notre deuxième profil si tu veux bien Jules, pour les gens qui nous écoutent là en cette fin d'année 2024 ou début 2025 si vous nous écoutez. Avec un petit peu de retard, il y a pas de problème et on va repartir du côté de Duke. On en a parlé tout à l'heure, avec Cooper Flagg. On a un autre joueur qui est aussi de cette université-là et sur lequel tu voulais faire, le petit focus, pour cet épisode. Ouais, c'est ça. Donc là, on va partir sur, comme tu l'as dit, un coéquipier de Cooper Flag, Cockney Paul. C'est dur à prononcer, pardon. Bah, c'est pour ça que je te Qui l'ai est né laissé, le tu vois? 3 août 2005 et qui a grandi à Milwaukee, dans l'état du Wisconsin, et qui est vraiment membre d'une famille où le basket était et est toujours roi, sans doute, avec des parents qui ont joué à la fac et un oncle, si je ne me trompe pas, qui a joué un petit peu en NBA à l'international ensuite. Et c'est donc ce genre de joueur qui, dès ses 3 ans, était plongé dans le monde du basket, sans aucun doute. Et au lycée, il montre quand même déjà un vrai talent, quand même supérieur Mmh. à la moyenne. Il finit sa dernière saison à 26 points de moyenne avec Wisconsin-Luterman, donc son lycée. Ce qui lui a permis de remporter, excusez-moi, le Gatorade Wisconsin Player of the Year, c'est-à-dire qu'il était le meilleur joueur high school de son état, et d'être sélectionné au Jordan Brand Classic, qui est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un match regroupant les meilleurs prospects. C'était également un profil qui était quand même convoité par plusieurs universités, mais c'est bien le projet de Duke qui l'aura clairement convaincu, qui est quand même une étape importante parce que ce n'est pas Knepel, quelqu'un qui est annoncé comme un top 2, top 3 de draft. Mmh. Et c'est une année où il doit confirmer dans une équipe quand même où il y a une pression avec Cooper Flag, et même de base Duke, c'est toujours une équipe C'est ça. très médiatisée. Mais là, encore plus cette année avec l'arrivée de Cooper Flag. Et en fait, ça fait partie, j'ai vu un article d'ESPN qui disait un peu les bonnes surprises, les gens qui ont confirmé en ce début de saison NCAA, et Con Knepel en fait partie. C'est le profil, selon moi, hein, dont rêvent tous les entraîneurs. Moi, clairement, même si évidemment j'adore Nolan Traoré aussi, ou même Cooper Flag, Dylan Harper, c'est mon coup de cœur de cette draft, OK. pour l'instant de ces prospects. Conley Paul, c'est un poste 2 qui est loin d'être le plus athlétique. Vous verrez potentiellement jamais ou alors très peu de highlights où Conley Paul claque des énormes posters comme le fait Anthony Edwards ou Ja Morant. Mais par contre, c'est un joueur avec un Q-basket bien supérieur à la moyenne. Et ça, j'insiste vraiment parce que même si on peut peut-être le caractériser que comme
un shooter à 3 points parce que c'est aussi une de ses autres grandes qualités. Il excelle dans le catch and shoot à 3 points, mais c'est vraiment un joueur avec un très gros cul basket qui va faire très peu d'erreurs, qui va toujours aller dans le sens du jeu, qui a également une capacité, donc comme je l'ai dit, à attraper, shooter, mais aussi à attraper et aller attaquer le cercle sur du attraper-jouer. Il est également capable par séquence, j'ai vu sur plusieurs matchs, j'ai regardé pas mal de matchs de Duke et sur pas mal de séquences, souvent quand il se met un peu en confiance dans le match, il va lui-même prendre des pick and roll, donc créer pour lui ou pour les autres. Donc il va prendre le pick, servir son grand, servir à l'opposé ou alors prendre un petit shoot à mi-distance. Et défensivement, c'est aussi très solide parce que même si je l'ai dit, c'est pas le plus athlétique, il a une très bonne intelligence de jeu et une vraie envie de bien faire. C'est-à-dire que c'est un peu un chien sur le terrain, il va jeter sur tous les ballons, il va faire vraiment le sur-effort. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très apprécié des scouts, des entraîneurs. Et il va vraiment être capable de tenir donc des duels. Enfin, c'est un très bon défenseur, Conley Paul. Et comme je l'ai dit, il a fait de plusieurs bonnes performances. Il a notamment fait un match récemment à 18 points, le dernier match Le de dernier, ouais. Duke. Et c'était une très bonne. Il nous a montré vraiment toute sa palette, beaucoup de tirs à 3 points parce que ça reste quand même sa spécialité, on va dire, le tir à 3 points en catch and shoot. Mais comme j'ai dit, il faut vraiment pas juste l'associer à un pur joueur de catch and shoot. Ça reste un joueur qui peut faire plusieurs choses. Et moi, je pense pas, même si je peux me tromper, qu'il a le profil d'une superstar NBA. À minima, on peut l'imaginer comme un bon trendy, c'est-à-dire quelqu'un qui d'ailleurs, être un bon trendy, c'est très bien en NBA, hein, c'est très bien payé. C'est C'est clair. c'est un joueur qui, a vraiment, qui est très bon en défense et qui va pouvoir sanctionner à l'opposé quand, par exemple, la star va jouer son 1 contre 1, qui vont venir en aide, ce qui va faire la passe à l'opposé, pouvoir sanctionner à 3 points. Mais moi, je pense que Courtney Paul peut être encore plus que ça. Il pourrait très bien devenir un titulaire indispensable dans une équipe avec de fortes ambitions. Moi, au niveau des comparaisons, j'ai décidé de choisir Derrick White pour son côté all-around, parce que comme j'ai dit, Courtney Paul, ça reste quand même pour moi un joueur all-around qui peut très bien driver, s'arrêter, tirer à mi-distance, fort à 3 points. Sa façon de jouer est juste, Derrick White, c'est quelqu'un qui fait peu d'erreurs, et également son adresse à longue distance, hein, qui est quand même un point commun entre les deux. Et voilà. Et aussi Derrick White, je l'ai cité pour un peu montrer potentiellement ça pourrait devenir quel type de joueur avec un impact dans une équipe. Il y a beaucoup de gens qui disent que certes, à Boston, les stars, c'est Tatum et Brown, mais que la doublette Jrue Holiday, Derrick White, elle est essentielle en fait. Et effectivement, Derrick White n'est pas All-Star, il pourrait peut-être le mériter, mais il ne l'est pas parce que forcément, les All-Stars, c'est aussi quelque chose Mais où ils on vont pas regarde mettre beaucoup tous les les stats. joueurs de Boston. Ils vont pas mettre tous les joueurs de Boston non plus All-Star, tu vois. Oui, Vraiment, oui, voilà, c'est ça. Mais j'ai cité aussi pour vraiment montrer ouais. potentiellement, selon moi, l'impact qu'il pourrait avoir dans une équipe plus tard, ou peut-être dans, je sais pas, 5, 6, 7 ans, comme on a dit, Kentavious Quaddelpope, il est parti de Denver, que c'était quand même un départ qui faisait très mal. Peut-être que si un jour, Courtney Paul se faisait trader, on dirait, ça fait mal parce que même si c'était pas la star de son équipe, c'était une pièce majeure qui faisait gagner l'équipe en fait. Et moi, je pense vraiment qu'il peut devenir ce type de joueur. C'est quelqu'un qui, selon moi, a un bon avenir en NBA et j'espère Ok. qu'il réussira. Comme je l'ai dit, c'est moi pour l'instant, c'est mon coup de cœur. Ok. Bon, c'est intéressant en tout cas d'avoir eu ton avis sur ce joueur-là. Je suis moins emballé, on en a parlé aussi avant l'émission en privé. Moi, voilà, je rejoins beaucoup de choses de ce que tu as évoqué en particulier. C'est vrai qu'on voit qu'il a les fondamentaux, le QI basket, et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, important. Intéressant, oui, mais surtout important. Et ça, là-dessus, moi, dans mes notes, c'est ce que j'ai noté tout de suite. On voit il a vraiment les bases et que ça peut devenir. C'est un mec, tu vas le mettre dans une équipe et il va tout de suite fitter. Tu vois, ça va le faire. Ouais, c'est ça. Après, voilà, moi je pense, et c'est ce que j'ai noté juste derrière, c'est qu'il y a quand même, t'en as parlé, hein, mais tu sens qu'il y a un physique quand même qui est assez limité. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans une NBA qui est de plus en plus athlétique, de plus en plus physique, où tu vois, je te dis pas qu'il va pas réussir, mais je pense que ça peut très vite être alors un plafond de verre, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, ça peut vite devenir un obstacle important dans son accomplissement de jeune joueur NBA quand il y sera.
Après, on en a vu, hein, des profils de jeunes joueurs qui avaient peut-être pas encore le corps, prêt, à l'époque et que quelques années après, les mecs, ils ont changé parce qu'ils ont fait de la muscu, parce que, bah, ils rentrent en NBA. Donc quand tu arrives en NBA, tu as un staff médical, tu rentres une autre dimension aussi. Donc tu peux aussi perfectionner, bah, tout ce qu'il faut pour la santé, pour le corps, pour développer du muscle et cetera. Mais voilà, moi je trouve que ce manque d'explosivité pourrait l'impacter de mon point de vue, en tout cas de ce que j'ai vu et après, voilà, c'est vrai que je le trouve assez volatile sur l'adresse. Tu en as parlé et voilà, faut pas caricaturer sur juste un mec qui va prendre des tirs à 3 points. Quand il rentre, on est content et quand il rentre pas, bon, bah, à quoi tu as servi? Je grossis le trait. Mais voilà, quand tu vois et j'en ai noté, il y en a 2 ou 3, je crois, il y a vraiment des vilains 0 tu vois? Il y a des 0/4, des 0/8 fin novembre. On en parlait tout à l'heure, je sais Ouais, plus ouais, avec c'est quel ça. Bah, profil, tu vois? après, comme je te l'ai dit, Ça pique, c'est justement, c'est pas un joueur unidimensionnel. Donc, en fait, bien quand sûr. ça va lui arriver de faire des 0/4, mais il va Ouais, compenser par autre chose, en fait, par une bonne activité défensive, et juste, en fait, vraiment son cul basket, c'est-à-dire qu'il va aller dans le sens du jeu, etc. Après, moi, je peux entendre, hein, le côté, le côté un peu, le côté peut-être physique, tu vois? Moi, je sous-dimensionné pense que athlétiquement pour la NBA. c'est ça. Mais ça reste quand même quelqu'un qui fait 2,01 m, qui est très costaud, hein, quand même, des Oui, fois quand on va dire, il y a un peu, plusieurs, passes à Duke, que la défense bouge et qui va attaquer, les close-out, il va réussir à finir, près du cercle en étant au contact, en fait. Donc moi, j'avoue que je suis moins inquiet que toi. Après, je peux entendre OK. l'inquiétude et de toute façon, c'est l'avenir, qui nous le dira. Ouais, c'est ça et après l'avantage qu'il a, c'est qu'il est quand même dans une équipe qui est plutôt performante et qui est très observée. Cette équipe de Duke, ils sont à, ouais, 10 victoires en 12 matchs donc i on va les voir. Tu vois? Quand on va rentrer dans la March Madness et cetera, on va les voir, tu vois? Sauf gros problème mais Oui, donc ils seront à la March Madness, hein. voilà, non mais voilà. Tu sais, après tu as toujours le tableau, tu sais, la 1re journée où tu as toujours des catastrophes, des machins, mais bon bref, on n'y est pas encore, mais il est pas dans une petite fac, donc on va avoir la chance de pouvoir continuer à l'observer. Il est aussi dans «l'ombre», entre guillemets, je dis bien, de Cooper Flagg qui, pour l'instant continue à être le numéro 1, quasi incontesté, on va dire. Donc ça peut être des éléments qui vont aller dans sa faveur et qui peuvent aussi, bah, tu as des équipes qui vont dire: «Ah ouais, ah c'était le coéquipier de Flagg, il est intéressant, machin, on peut le prendre». S'il avait été dans une autre fac, peut-être il serait passé un peu plus sous les radars. Mais bon, en tout cas, profil intéressant à suivre. En termes de draft, moi je l'ai noté sur un top 15. Je sais pas si c'est ce que tu as également? Là, il est monté plus haut, hein. Et plus Enfin, haut, là, dans ce d'accord. que j'ai vu récemment, il est plus, c'est un joueur qui est annoncé dans le top 10, hein. Ah OK, bon d'accord, parce que moi 8e, j'avais 9e, 10e, hein, et je dis pas top 5, mais non, non, quelqu'un qui OK, peut être, top 10. En tout cas, je pense qu'il sera lottery pick. Lottery pick, c'est jusqu'au top 14. Je pense c'est que ça. ce sera un lottery pick, sans souci. OK, bon, bah, j'avais pas mis à Si jour mon confirmation, hein, évidemment, bien sûr. dans les mois à venir. Bon, très bien. Donc, on va pouvoir continuer à l'observer évidemment. Voilà pour les 2 profils, qu'on voulait évoquer avec Jules, dans cet épisode. On avait un petit débat de fin d'émission, tu en as parlé tout à l'heure, quand on a fait l'intro, Jules, autour de cette thématique générale de la draft, des prospects et en se recentrant un petit peu sur la NBA. Le mois dernier, si je ne m'abuse, on avait fait nos over et under, de joueurs, tu sais, de draft sur les 3, 4, 5 dernières drafts, ceux qui Ouais, avaient c'est ça, été, un petit peu les qui était styles plus et fort, que son pick ou moins fort c'est que ce ça. qui oui. C'était nos petits tacles et nos petits coups de cœur pour la première épisode et là, du coup, tu voulais nous orienter sur un débat autour du tanking parce que, bah, on parle beaucoup de prospects de draft, de futurs phénomènes, de futures stars et ceux qu'on vous évoque, on vient d'en parler, ils sont, loterie pick, top 10, top 12, top 14 donc potentiellement haut, donc ce sera potentiellement les plus mauvaises équipes qui vont aller les récupérer. Mais est-ce que, au-delà de cette vision, très, simpliste et je vais te lancer un petit peu là-dessus, toi, Jules, si tu veux, est-ce que le tanking finalement, c'est vraiment une bonne chose pour la NBA? Alors, je trouve que c'est un sujet compliqué. Moi, je suis globalement nuancé sur ce qu'est le tanking. Déjà, on peut réexpliquer aux gens, pour que ce soit clair, ce qui est le tanking. Donc le tanking, c'est le fait, qu'une équipe, fasse entre guillemets «exprès» de perdre des matchs
pour ensuite avoir un bon pourcentage de chances d'avoir un haut choix de draft. Pardon. Mhm. En fait, il y a plusieurs manières de tanker. Il y a une manière, donc on voit là, hier par exemple, avec Brooklyn qui fait un trade pour Oui, il y a Dorian Dorian Finney-Smith, Finney-Smith D'Angelo et Shake Russell. Milton, Ouais. que 15 jours avant, Dennis Schroeder est parti et que sans doute Cam Johnson, Cam Thomas vont peut-être être les prochains sur la liste. Moi, personnellement, ce type de tanking, donc là, clairement, le but de Brooklyn, c'est que Brooklyn a vu qu'avec l'effectif qu'ils avaient, même si ce début de saison, je l'ai trouvé très honorable, ils n'allaient pas pouvoir être compétitifs parce que ça, c'est un truc très connu dans le monde de la NBA, c'est que c'est soit tu joues la draft, soit tu joues le titre. Mais si tu es entre deux, c'est jamais bon, ça sert à rien en fait. Et ou soit tu es, on va dire comme par exemple, je sais pas, les En Spurs en ce moment en train de reconstruction. progresser. Ouais. Mais si tu es un peu entre deux et que tu stagnes, ça sert à rien. Et là, Brooklyn allait clairement aller peut-être à la limite viser un play-in, mais n'allait rien faire en playoffs, très probablement. Et du coup, la direction a décidé de trade les joueurs les plus forts pour ensuite récupérer des choix de draft et évidemment baisser le niveau de l'équipe pour que Brooklyn baisse sans doute au classement et ait une meilleure chance d'avoir potentiellement un bon pick à la draft pour avoir Cooper Flag, Dylan Harper, Ace Bailey, Mhm. etc. Et ça, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas parce que je trouve que ça fait partie du jeu aussi et que justement on répète que ça sert à rien d'être un peu dans le ventre mou de la NBA et je pense que justement ce qu'ils font c'est bien. Enfin personnellement, quand on sait qu'on n'a pas une équipe avec des joueurs qui pourront t'amener loin. Moi, ce qui va me gêner par contre, c'est vraiment le tanking, pas par le trade, mais le tanking par on repose les stars. Et j'ai un exemple très précis là-dessus, c'est quand Kyrie Irving arrive aux Mavs à la trade deadline, c'était 2023, en février-mars 2023, je sais plus exactement la date, quand Brooklyn s'appelle justement. Et donc, il est associé à Luka Doncic. Déjà, quand tu as Luka Doncic, tu ne dois pas tanker de base parce que Luka Doncic, pour moi, c'est comme Nikola Jokic et des joueurs en playoff, tu sais jamais à quoi tu peux t'attendre. Et on a bien vu ils étaient short play-in à ce moment-là et que pendant plusieurs matchs, ils font reposer les stars. Il n'y a pas de Kyrie Irving, pas de Luka Doncic qui joue. Et finalement, ils finissent 11e et ne jouent pas les play-in. Alors, si on regarde un peu sur on va dire, une image globale de cet événement, il finit 11e, il récupère Direct Lively à la draft, qui a été quand même un bon élément pour Oui. emmener Dallas jusqu'en finale, même si ce n'est pas l'élément principal, ça a été un des éléments principaux pour emmener Dallas jusqu'en finale. Moi, par contre, j'avoue que ce truc de on tank en faisant pas forcément reposer ses stars, ça me gêne un peu parce que on a, on a envie de voir les stars sur le terrain. Et si au bout d'un moment, quand tu as Luka Doncic, quand tu as Kyrie Irving, tu es encore dans ces idées-là, moi, c'est quelque chose qui me pose à la limite plus problème. Même si finalement, quand on regarde avec du recul, ça a eu Lively et que maintenant, ils ont fait finale NBA l'année dernière et que là, ils vont pas tanker pendant un long moment sans doute. Donc après, voilà, je suis un peu nuancé, mais globalement, moi, le tanking, je sais que ça gêne des gens. Moi, globalement, c'est quelque chose qui me gêne pas. Je Ok. comprends parce que justement, je préfère voir une équipe vraiment pas forte ou des équipes très fortes que de voir un peu des équipes dans le ventre mou. Donc, tu me dis un peu après, toi, ce que tu Bah, en penses, Chris. ouais, j'ai pas de c'est tout noir ou c'est tout blanc. Il faut bien rappeler aussi, tu l'as expliqué, mais la NBA et les sports américains, c'est des ligues fermées. Tu vois, par exemple, nous, c'est pas des choses que nous on connaît dans notre culture sportive. Faut toujours aussi remettre ça en contexte, nous Européens que nous sommes. Quand je sais pas, vous prenez n'importe quel championnat de foot, de hand, de ce que vous voulez, de basket, si vous perdez des matchs, vous êtes moins bon que les autres, vous restez pas dans la première division, vous descendez en ligue Ouais, c'est ça. inférieure, tu vois? Alors qu'en NBA et dans les autres championnats américains, en fait, les 30 équipes, pour l'instant il y en a 30,
tu sais que tu vas rester en NBA. Même si, tu vois, il y a eu des équipes catastrophiques. Tu vois, Détroit, ces dernières années, c'est des catastrophes. Pendant longtemps, Sacramento, ça n'a pas vu les playoffs. Washington, en ce moment, c'est vraiment cata aussi. Tu as toujours des exemples comme ça, Utah. Mais elles savent que l'année prochaine, elles seront en NBA. Dans 5 ans, elles seront en NBA, etc., etc. Donc, tu es déjà sur un principe un peu différent. Après, là où moi, en fait, je trouve qu'il y a une évolution positive, c'est dans, tu parlais tout à l'heure du côté loterie pick et cetera. C'est les pourcentages, on va pas rentrer dans les détails, mais dans les pourcentages de chances d'obtenir les meilleurs picks, les pourcentages ont baissé. C'est-à-dire que, même si tu as le pire bilan de la ligue, tu pas assuré d'avoir le Ah pick non, oui, oui. numéro un. Tu vois? Détroit, ça fait combien de temps qu'ils ont un des pires bilans de la ligue et ils sont toujours, 5e ou 6e à la draft, tu vois? Après, bon, il y a un manque de chance très, très, très clair du côté des Pistons, mais au-delà de ça, je trouve que ça, c'est intéressant parce que ça a diminué, selon moi, en partie un petit peu le côté, alors il y a ça qui a diminué un peu le tanking. Avant, quand tu avais, quasiment, j'ai plus les chiffres de l'époque, mais avant les chiffres étaient plus gros. D'obtenir le premier choix, tu avais vraiment des équipes qui tankaient et l'autre chose qui a fait qu'il y a moins de tanking aujourd'hui, c'est le play-in. L'arrivée du play-in qui a fait que du coup, avant le play-in, ça s'arrêtait au top 8. Donc en gros, les équipes là, les 10, 11, 12, dès la fin de la trade deadline, ça lâchait en fait. Et tu avais combien de matchs où c'était vraiment, il y avait aucun intérêt à suivre les 2 équipes parce que les 2 équipes étaient en mode qui va perdre en fait? Qui veut perdre? Alors que là, avec le play-in, ça te donne du sel pour la plupart des équipes. Tu auras toujours 2-3 cancres dans la NBA. Mais voilà, je trouve que ça déjà, c'est des éléments intéressants. Après, sur le tanking en tant que tel, je suis pas fan de base de l'idée, tu vois, bah, quand je sais pas, quand je pratique du sport, quand je regarde du sport, je le regarde pour l'aspect compétitif. Je le regarde pour la volonté de voir une équipe gagner, tu vois? D'être la meilleure sur le terrain et donc le principe plus ou moins, caché, plus ou moins hypocrite d'aller perdre des matchs ou de, comme tu dis, de laisser des stars sur le banc ou de laisser le plus gros de ton effectif, pour des blessures un peu suspectes. Moi, j'ai du mal sur le principe de base, mais après je le comprends quand tu as, des drafts qui sont annoncés avec des gros talents, tu vois? Vraiment des mecs, tu vas te dire: «Bon, bah, lui, il me le faut parce que je sais que ça va être un joueur», alors c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais générationnel. Tu as Victor Wembanyama, tu sais que c'est un mec qui pendant les 10-15 prochaines années, il va changer le visage de la NBA. Tu vois? Il est déjà en train de le faire, tu vois? Et tu sais que là, n'importe quelle équipe qu'il aurait eu aurait été content de l'avoir. Tant mieux, c'est les Spurs parce que c'est une des meilleures institutions NBA pour ça et très content pour lui et très content pour San Antonio, mais quand tu as des joueurs générationnels, je veux bien l'entendre. Après, tu as des drafts, des fois, tu te dis: «Mais, OK, si tu prends le premier, le quatrième ou le sixième, ça va pas changer grand chose parce que tu sais pas vraiment le niveau». Donc je suis plutôt quand même d'un avis négatif sur le tanking, pour l'aspect, manque de compétitivité, mais je peux l'entendre, je peux le comprendre, mais en fait, quand c'est trop gros, pour moi, ça passe pas, en fait. Au bout d'un moment, je trouve ça, limite grotesque, en fait. Ouais, je suis d'accord. Non, en vrai, je peux comprendre. Puis là, c'est ce que je disais, par exemple, que je prenais l'exemple de Brooklyn. Mmh. Moi, le fait qu'ils trade pour reconstruire, je trouvais ça cohérent. Ouais, Après, effectivement, je pense que quand on va regarder les Nets se jouer en février, mars, avril, ça va pas être glorieux, quoi. Et bah, est-ce c'est qu'ils ça. voudront vraiment en mars gagner des matchs, les Nets, là, cette année? Ouais, Pas bah, sûr. ouais, Parce que tu les justement, le fait qu'ils trade de tout le monde, ça, on comprend qu'ils veulent redescendre. Mais du coup, tu vois, c'est vrai que ça peut donner des matchs particuliers, en fait. ouais, Et ça, je ouais, suis un peu d'accord avec toi que mais c'est un sujet compliqué, moi, je trouve. Je suis d'accord avec toi sur, un peu le fait que, bah, du coup, tu regardes un match, NBA pour aussi voir, ouais, c'est ça, pour l'aspect compétitif et que là, du coup, tu le perds un peu. Après, ça reste quand même que certaines équipes bien en sûr. NBA, il y a quand même, beaucoup de matchs tous les soirs. Bon, bah, on sait que s'il y a don il y a une confrontation entre des équipes qui tankent, bon, bah, on regarde pas le match et voilà. Voilà. Oui, oui, non, mais évidemment, ça reste encore à la marge, bien entendu. Et là, on a vraiment juste balayé le débat. C'était histoire de lancer un petit peu le sujet. Et pour ceux et celles qui nous écoutent, on sait très bien que vous avez un avis qui sera peut-être différent du nôtre. Ça peut être l'occasion d'en parler si vous voulez aussi sur le Discord communautaire ou sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est toujours un débat intéressant, mais qu'il faut remettre dans un contexte de ligue fermée, dans une,
dans une culture sportive qui est différente de la nôtre. Donc il faut aussi faut la lire, faut la comprendre. Et après, une fois que tu l'as compris ou que tu l'as analysé, tu peux donner ton avis. Ou en tout Ouais, c'est cas, ça. émettre un Et par avis. exemple, vas-y, Non, pardon, non, je mais t'ai vas-y, coupé. vas-y. OK. Et là, par exemple, pour toi, cette année, il y a quelle équipe, même si là, il est un peu tôt, des fois, les équipes tankent Ouais. après, il y a quelle équipe qui, vraiment, on se dit: «Ils tankent»? Bah, Parce que c'est compliqué, mais tu vois, par exemple, pour moi, Washington, c'est pas forcément une équipe qui tank, en fait. non, Parce que mais Washington, vraiment, elle est mauvaise, tu vois? Elle est ils mauvaise. Elle essayent est de mauvaise. développer. Pour moi, c'est encore différent, c'est une équipe qui essaye de développer les jeunes. Pour moi, Utah peut être considéré comme une équipe qui tank. Les Pelicans, de base, je pense qu'ils voulaient pas tanker, mais là, je pense qu'ils vont finir par Trop de tanker, blessures, toi. C'est ça. tellement, c'est compliqué. Les Nets vont sans doute tanker là dans les mois qui viennent. Il y a pas non plus tant d'équipes finalement qui tankent, en fait. Non, 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 moi, je pense vraiment alors, on va pas faire un débat sur Washington maintenant, mais le côté développement des jeunes, je veux bien, mais bon, quand tu as quand même toujours Kuzma et Poole, bon, voilà. Ouais, mais pour Après, moi, tu il faut les as trade, hein. ouais, voilà, c'est ça, mais après, on est sur un débat qui sort un petit peu du truc, mais oui, ouah, quand tu as un bilan comme, Washington qui a 5 victoires, 24 défaites, à l'heure où on tourne, bon, tu peux quand même commencer à te dire que tu vas avoir un bon tour de draft. Tu as Toronto qui est pas mal, tu as Charlotte, bon après c'est des histoires différentes à chaque fois. Charlotte, tu as des blessures, les Pelicans, tu as des blessures, Utah, bon là, je trouve que c'est vraiment l'équipe qui manque de profondeur et de niveau, en fait, tout simplement. Et tu as des équipes, tu as Portland aussi, tu vois? Mais Portland, c'est pareil parce que regarde, finalement, Pourtant, ils essayent de gagner des matchs, hein. ouais, mais tu vois, regarde, Portland, ils ont été récupérer un mec, Scoot Anderson, très bien placé à la draft, mais finalement, en fait, tu vois, Scoot Anderson aujourd'hui, je te dis pas que le mec, il va finir en Chine, hein, mais en fait, tu as presque envie de dire tout ça pour ça, tu vois? Et moi, c'est un peu la finalité de ce truc-là sur le tanking, c'est que si, tu as une équipe qui tank à l'année T, tu vois, là, aujourd'hui, et que dans 5 ans, dans 6 ans, ils ont été draftés en 2025, bah, tu vois, Cooper Flagg, Ace Bailey ou Nolan Traoré, je dis n'importe quoi, tu vois? Bah, Dylan Harper, tiens, on parlait tout à l'heure. On prend Utah, tu vois? Utah, catastrophe, machin, ils vont prendre Dylan Harper. Moi, je veux bien, tu vois, si dans 5 ans, ce mec-là, il a permis à la franchise, lui et des choix différents, mais si lui, ça a été le premier jalon qui a permis à la franchise de retrouver les sommets de la NBA, là, moi, je veux bien dire: «OK, vous avez bien fait d'avoir tanké en 2024». Parce que en fait, maintenant, on est en 2029, on est en 2030 et vous avez, bah, un joueur qui est peut-être 3 fois All-Star, qui vous a emmené en finale de conférence et voilà, tu vois? Mais Ouais, tu as mais des tu vois, équipes par exemple, attends, je termine. Tu as heu, des équipes qui vont tanker à une année, là, 2024, mais peut-être que quand on va les voir en 2028-2029, on va vous dire: «Oh non mais attendez les gars, vous avez drafté ce mec-là et ce mec-là, mais finalement vous êtes toujours dans le même trou» ou alors vous êtes toujours, comme tu disais, dans ce middle qui sert un peu à rien, tu vois? ouais, c'est ça. Après, tu vois, par exemple, je trouve qu'il y a quand même une différence entre vouloir tanker, Mmh. vouloir perdre des matchs volontairement, vraiment, ce qui arrivait à l'époque à Philly au moment du process, ce qui arrivait, ce qui va sans doute arriver là pour Brooklyn et vraiment perdre aussi des matchs parce que, bah, juste, les mecs ils sont pas assez forts pour gagner des matchs, quoi. Tu vois? Utah, je sais pas si vraiment on peut considérer comme une équipe qui tank, en fait. Non, le niveau est pas Ouais, suffisant. c'est ça. Donc voilà, après tu es Tu vois, pour moi, limité vraiment, par le tanking et c'est enfin, je veux dire, si là, admettons, Utah, a le deuxième choix de draft et ils prennent mmh Dylan Harper et que Dylan Harper peut-être, ne confirme pas, parce que ça peut arriver, hein, bien sûr. bah, peut-être quand ils vont bah, de toute façon, ils vont encore pas être forts et ils vont encore perdre Oui. des matchs jusqu'à ce qu'à un moment, ça tombe bien, tu vois? Mais pour moi, dans le tanking, il y a aussi la notion de c'est une volonté du management de vouloir perdre des matchs, comme clairement ce qu'avait fait une volonté des Mavs en 2023 de pas faire les playoffs. Une Ouais, volonté complètement. là Brooklyn qui traite tout le monde pour vouloir perdre des matchs. Utah, je sais pas si vraiment en fait, je pense que, après c'est pareil, hein, c'est qui a de la chance, c'est un peu de la chance aussi, hein, la draft, hein. On peut pas non plus, deviner, quelqu'un de 18 ans, qu'est-ce qu'il donnera à 25-30 ans. Mais, Exactement. ouais, moi je pense quand même qu'il y a une différence entre, vouloir perdre et perdre parce que juste on n'a pas le niveau et j'ai l'impression que par exemple, bah, Utah, même si, ils ont un gros pic et que ça vaut pas le coup, bon, bah, c'est même pas que ça aurait pas valu le coup parce que de toute façon, ils auraient fait quoi sinon, tu vois? C'est Non, vrai, mais Utah, c'est pas un gros marché, ça attire pas des stars. c'est ça. Tu vois, c'est compliqué, par exemple. Ouais, c'est vrai que l'exemple de Utah est peut-être
à nuancer un petit peu, tu as raison. C'est vrai que c'était, mais bon, en tout cas, voilà, c'est un vaste sujet, qui revient tous les ans, c'est toujours le cas. Mais, Mmh. Et je crois mais que en si tout je me trompe pas, ils avaient mis des sanctions, pour tanking, hein, la NBA, hein. oui, oui, parce que, bah, de toute façon, mais voilà, d'un point de vue, faut jamais oublier que la NBA, avant d'être un sport, c'est un C'est un business, hein. business, hein. Ouais, ouais, clairement. C'est du dollar, hein, donc, bah, quand toi, tu veux vendre ton produit au marché télé, même si Et aujourd'hui, t'inquiète pas, les et contrats que télé Luka sont et signés, Kyrie sont sur le banc, ça plaît pas, quoi. ah bah, ESPN, ils sont moins contents, tu vois? Oui, oui, clairement. Donc oui, oui, bah, ça reste un business et au bout d'un moment, la ligue, quand elle voit que c'est un peu c'est ce que je disais tout à l'heure, quand c'est trop gros, au bout d'un moment, ça passe plus, tu vois? Ouais, c'est ça. Donc bon, voilà pour cette petite discussion autour du tanking et de la NBA. Bah, ça nous permet de conclure gentiment. On arrive tout pile à 1 heure d'émission. Voilà, c'est parfait. Parfait. Pour finir cette année 2024 avec vous, en tout cas pour les épisodes N1 autour, bah, là donc, du basket, des jeunes prospects, mais de la NBA en général. Merci à toi Jules d'avoir été présent pour ce dernier épisode de l'année 2024, hein, je précise, hein. Ouais. Ouais, ouais, dernier épisode et on se retrouve en fin janvier 2025 Ouais, donc. tout à fait. Avec, c'est à partir de 2025, donc vous pourrez retrouver là déjà les articles sur Dylan Harper, Con Kneppel, vous pouvez les retrouver en article sur Ouais, l'application déjà. et le site de The Free Agent. Vous pouvez également là, à l'heure où le podcast Sorti le mardi sortira, matin, ouais. pardon, il y aura aussi l'article bilan un peu sur tous les joueurs, qui sera sorti. Et voilà, il y aura en période 2025, je vais également faire des articles, un peu sur les mock drafts. Je me disais que ça servait pas à grand chose de le faire fin 2024, c'était un peu tôt. Mmh. Mais quand on va se rapprocher de l'échéance, je vais un peu faire des articles réactions aux différentes mock drafts, notamment d'ESPN. Et voilà. Nickel. Peut-être de futurs invités aussi sur les podcasts, on verra bien ça. Et Ouais, voilà. mais En tout cas, c'est toujours cool, de faire ce projet. ouais, 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 on va monter en température gentiment avec l'année 2025 et plus on va arriver proche bah, des échéances de draft, plus on essaiera de vous proposer des choses évidemment sur l'antenne de TF1 et sur, le site et l'application comme tu l'as très bien dit. Merci à toi Jules. Moi je voulais juste faire une petite dédicace à tous ceux qui ont été avec moi cette année. On sera là en 2025, vous inquiétez pas, c'est pas un message d'adieu. Mais voilà, remercier tous ceux qui étaient avec moi cette année, sur les podcasts. Donc toi Jules là, dernièrement. Il y a Yannick évidemment, il y a du, Tom, du Elliot où on a fait la WNBA cet été là, c'était plutôt cool. Anna avec qui j'ai pu faire des podcasts aussi en décembre, et tous les autres, Julien, Cédric, Axel aussi, bon bref, toute l'équipe, certains sont partis, sur d'autres horizons, d'autres sont toujours là, mais en tout cas, c'est toujours un kiff de faire ces épisodes-là, de vous les proposer surtout à tous ceux qui nous écoutent et évidemment, on sera de retour dès 2025 et dès la semaine prochaine avec le conseil de classe, le premier conseil de classe de l'année 2025 de ce mois de janvier. Vous retrouverez les équipes pour un nouveau podcast et donc nous, évidemment avec Jules, on se retrouve, ce sera le mardi 28 janvier pour l'épisode Yes. 3. L'épisode 3 de cette route qui nous dirige vers la draft NBA 2025. On vous souhaite bah, de très bonnes fêtes, une très bonne année en avance si vous nous écoutez en 2024 et peut-être en 2025, bah, on aura déjà passé l'année. Mais en tout cas, meilleurs vœux à vous, plein de bonnes choses, plein de bonnes résolutions. Nous, on se retrouve très très vite dès la semaine prochaine avec le conseil de classe et donc à la fin du mois prochain avec Jules pour un nouvel Ouais. épisode de la Salut draft. Chris, salut tout le monde. Allez, bonne fin de journée à vous, profitez bien de vos proches et très bonne semaine. Allez, ciao.